J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif CARE, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties, 3 chapitres, 2 focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action comme dans un cahier de vacances ou d'exercices funky. En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 € TTC. Ma nouvelle Tiny Offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité. Je reçois une nouvelle fois Jennifer Février, ma collaboratrice de Montmartre, dont nous sommes toutes les deux ambassadrices, elle pour la Normandie et moi pour les Hauts-de-France, mais également pour l'océan Indien. Jennifer Février était venue il y a 1 an pour nous parler bébé au musée. Et d'ailleurs, nous avons continué le débat sur le podcast Pouce avec Émilie Lebel. Aujourd'hui, avec Jennifer, on avait envie de vous proposer un épisode en lien avec le Summer Camp Montmartre qui aura lieu donc à Alésia cette année, où on va se retrouver, on va travailler et imaginer le futur des musées et notamment un accueil le plus bienveillant possible pour les familles au musée avec cette association qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui donc, à cette occasion, on vous propose cette semaine de notre Summer Camp, le week-end qui arrive, un focus sur une nouvelle catégorie de public, les ados cette fois-ci. Alors en mes mots, si vous ne vous souvenez pas de qui était Jen, Jennifer, donc Jen sur les réseaux, est historienne de l'art et médiatrice culturelle. Elle est spécialisée dans la création de dispositifs de médiation vers les publics famille et jeunesse, et notamment les tout petits, mais les ados aussi. Présidente de crèche parentale durant 1 an, membre donc de l'association Montmartre depuis 2014, elle intervient aussi bien auprès des professionnels de la culture pour améliorer l'accueil de ces publics qu'auprès des familles afin de leur donner envie et confiance d'aller au musée et de découvrir l'art notamment. Que ce soit lors de conférences au musée, en médiathèque, lors de matinées de parentalité ou sur les réseaux sociaux, les articles de blog et sur les sites parentaux, elle cherche à allier art et parentalité et à partager ces 2 mondes qui se sont retrouvés dans sa vie personnelle. Maman de 3 enfants, elle connaît la réalité et les difficultés d'être parent. Médiatrice culturelle, elle partage donc les outils nécessaires à cette rencontre, jouissant d'une place de pivot entre la parentalité et la culture. Donc finalement, 4e collab pour Jennifer et moi, puisque premier podcast bébé au musée, table ronde, ici podcast les ados, mais aussi Jennifer m'avait fait l'honneur d'accepter d'être le focus bébé au musée dans le nouvel e-book qui est sorti le mois dernier. Donc nouvelle collab. Aujourd'hui, on parle de Théodorant, on parle de Tragédie, le groupe très ancien qui ne vous parle sans doute pas. On parle aussi de Tu mourras moins bête, d'ados, d'ennui, de
profil de visiteurs et aussi avec beaucoup d'humour et de pratiques culturelles. Donc voilà, on a bien ri avec Jennifer et je vous laisse découvrir notre conversation pour synthétiser les problématiques liées à l'accueil de ce public quand on est professionnel, mais aussi quand on est parent et qu'on décide de traîner ses ados au musée, comment on doit s'y prendre. Donc vraiment une position de pivot dans ce podcast pour des conseils pour les professionnels, mais aussi pour les parents. Notre mission finalement à Montmartre, mais aussi notre mission en tant que consultante pour les musées toutes les deux. Bonne écoute! Bonjour Jennifer, je suis ravie de partager mon micro avec toi une seconde fois sur J'ai l'œil du tigre, quasi pile poil 1 an à 1 jour près de notre premier enregistrement sur les bébés au musée. 3e collab podcast pour toutes les deux. On va finir par faire une chronique maman au musée si ça continue, en particulier avec le sujet d'aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice toutes les deux de l'association Montmartre, la famille au musée, toi en Normandie et moi dans les Hauts-de-France et un petit peu dans l'océan Indien aussi, parce que parfois je m'y perds un peu. Alors, comment vas-tu Jennifer ce matin? Contente de ce comeback? Bonjour Claire, écoute, je suis ravie de te retrouver pour parler de ce public. Donc 1 an après les bébés, c'est toujours un plaisir d'être ensemble. Alors, tu avais déjà eu l'occasion de te présenter lors de l'épisode bébé, mais je sais que tu es actuellement en transition professionnelle, en particulier pour la rentrée prochaine. Alors du coup, je te repose la question qui tue, parce que ta réponse a peut-être évolué en 1 an, où c'est précisé, quelle est ta mission dans la vie de Jennifer, ce qui t'anime? Alors donc je suis médiatrice culturelle, ça n'a pas changé. Par contre donc je termine mon contrat à l'Artothèque de Caen. Je vais travailler en indépendante pour mon entreprise qui s'appelle Quel arrête-il, donc proposer des formations et des ateliers. Super, et donc avec les ados aussi? Avec les ados, les familles et les tout-petits, et les personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui on va pas parler des bébés donc au musée, mais des ados. Donc quel est ton rapport et ton histoire avec les ados au musée? Explique-nous un petit peu. Alors, mon histoire avec les ados au musée, bien j'en ai reçu énormément à l'Artothèque. Et puis, eh bien, moi j'ai des cobayes à la maison, donc on a des... Oui, je vois déjà le super tag là sur la visio. Ouais. Un beau graphe Pokémon. Donc voilà, j'expérimente au quotidien les adolescents. Ok, donc du coup, ouais, tu testes des cobayes à la maison et puis en même temps au travail. Ok. Donc lors de l'épisode sur les bébés, je t'avais déjà proposé un Fast and Curious comme à tous les invités. Donc du coup, petite nouveauté ce matin, bon je t'ai mis un peu dans la confidence quand même pour pas que tu sois prise à court. Je te propose cette fois-ci de raconter quelques anecdotes funky à l'occasion de cet épisode, un peu à l'image des réels très drôles que tu fais sur Instagram et sur TikTok aussi si je me trompe pas. Ouais. Sur des petits moments de musée notamment. Alors, prête pour tes fun facts un petit peu improvisés? C'est parti. Pour amorcer le sujet, c'est parti mon kiki. Fun fact numéro 1. Raconte-nous s'il te plaît Jennifer, ton meilleur souvenir lorsque tu étais ado au musée. Alors, j'ai pas vraiment de souvenirs donc ado au musée. Il y a une sorte de trou entre souvenirs que j'avais quand j'étais petite, des visites que je faisais au niveau scolaire. Et puis, le souvenir que j'ai d'une sortie au musée, c'était une sortie avec le lycée où on était allé à Paris. Donc, on avait fait le Louvre. Et puis, c'est surtout le souvenir du retour parce qu'on était revenu vers 4h du matin et le lendemain, ma maman me disait vite de me lever parce que j'avais des heures de conduite et j'allais passer le permis. Donc voilà, c'est plus associé à une tranche de vie. Ok, donc du coup, fun fact numéro 2, raconte-nous ta meilleure expérience muséale ou d'expo avec tes ados à toi en famille. Est-ce qu'il y a quelque chose de rigolo dont tu te souviens? Alors, pas forcément rigolo, mais pour mon anniversaire, je suis partie avec mon fils aîné à Paris. Donc moi, je suis sur Caen et on s'est fait une journée musée. Donc on a fait la Fondation Louis Vuitton, on a vraiment cavalé toute la journée et c'était super. C'était vraiment super et on a tendance vraiment à s'amuser. Après, sinon, avec mes ados, on passe des bons moments. Ça, c'est des petits tips que je vais pouvoir donner à la fin, mais quand on est devant des œuvres, on rigole beaucoup. On est beaucoup dans l'humour. D'accord, beaucoup dans l'humour. Alors, fun fact numéro 3, raconte-nous ta meilleure expérience muséale ou d'expo avec des ados, mais cette fois en tant que médiatrice culturelle.
Est-ce que tu as un souvenir qui se détache un peu des autres? Ouais, il y a lors d'une visite de l'exposition de Michel Coirès, alors dans l'espace d'exposition, il y avait des grands dessins où on avait un homme nu Oui, que de tu m'avais face, montré lors de voilà, mon passage, ouais. Oui. de face et de fesses. Et évidemment, quand ce groupe de troisième est monté, certains qui étaient les premiers retournaient dans les escaliers et dire ouais, il y a quelqu'un de nu et tout. Voilà, c'était le truc. Ils n'ont pas vu le reste autour. C'était le bonhomme tout nu. Et c'était assez drôle parce que j'ai joué la carte vraiment d'un peu de l'innocence en disant bah, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui vous avait un peu interpellé, mais qu'est-ce que c'est? On disait là il y a quelque chose. Voilà. Ils disaient pas forcément les mots, ils étaient vraiment un peu voilà, dans il y a une quéquette, on rigole un peu comme ça un peu, mais finalement ça s'est déridé et de dire bah mais c'est un homme nu, est-ce que vous en voyez pas un peu tous les jours finalement. Il y en a certains qui m'ont dit bah on n'a pas trop l'habitude de voir ça au musée. Alors je leur dis mais bon, des statues nues grecques, romaines, enfin, bon, je veux dire c'est un peu l'apanage. Et finalement si, donc on a parlé un peu nudité et sexualité et c'était super. Ok. Bah tu vois, j'ai eu exactement le même truc, bon, dans un autre registre quand même, mais avec Martin. Donc le week-end dernier à la condition publique. Et pareil, on arrive dans l'expo, il y avait que des dames toutes nues en peinture de toutes sortes, dont une immense. Et j'avoue, Martin, lui, pour le coup, il n'était pas très, on va dire, réservé sur ce sujet. Et c'était assez drôle, on a bien rigolé. Je pense que c'était plutôt nous qui étions gênés avec les dames et leurs tototes, comme ils disaient. Un bon moment un peu de solitude, parce qu'on nous a quand même pas mal regardé. Bah, c'est vrai que il y a un réel que j'ai fait où c'est pris de Moi moche et méchant. On a les mignons qui rigolent parce qu'ils voient des fesses, et j'avoue que donc c'est un film qu'on a tous à la maison en référence. Et pour le coup, on a fait le MAMCO de Genève l'été dernier et on est descendu, il y avait des photographies de fesses, et là c'est ma fille de 4 ans qui est descendue, qui a fait « Oh, fesses !» et elle rigolait, et tout le monde s'est mis à rigoler. Enfin voilà, pas les autres visiteurs se demandaient c'est qui ces fous qui arrivent dans le musée, mais du coup, on a mes ados et ma fille, on avait tous la référence, et voilà, c'est une référence qu'on se passe dans notre famille. Alors, fun fact numéro 4 et dernier, raconte-nous cette fois-ci le pire flop de visite au musée avec des ados. Parce qu'il y a eu une catastrophe musée. Alors moi, j'ai pas trop de catastrophes muséales, mais disons que c'est toujours un peu stressant d'avoir un public adolescent, notamment les collégiens, parce qu'on est vraiment dans le dur du dur de l'adolescence, où voilà, nous, on les sent arriver. Hein. Moi, donc je les appelle mes groupes Axe, parce qu'on a vraiment une forte odeur de transpiration et de axe. Et en fait, c'est vraiment en fonction du public, hein, parce que ça peut être un public super ouvert et voilà, et super intéressé, qui pose beaucoup de questions. Et il y a vraiment une dynamique entre nous qui se passe, vraiment un beau moment. Ou alors, vraiment, ils sont apathiques. Ils sont prostrés et on sent que pour eux comme pour moi, ça va être long. Ça va être long, quoi. Et donc, je les tire plus qu'autre chose. Ouais. Ok, d'accord. Alors, merci pour tous ces fun facts qui introduisent du coup le sujet des ados au musée. Alors, la première question que je voulais te poser dans ce podcast, c'est justement qui sont les ados au musée, hormis cette odeur un peu ce patchouli mélangé à autre chose, les profils, les besoins, la vision du musée et surtout les fausses idées. Alors, les ados d'aujourd'hui, on va être à cheval sur 2 générations. Donc on est sur la génération Z qui est née entre 96, donc là on arrive à la fin, mais entre 96 et 2010, qui là est une génération qui est accro aux technologies, donc on les appelle la génération digital natives, ils sont nés avec Internet. Donc une génération hyper active sur les réseaux sociaux, une concentration un petit peu réduite, on appelle ça la génération zappeuse, ou qui scrolle beaucoup en fait. Okay. Et puis on va être donc à cheval avec la génération alpha, qui est, donc on est au début de la génération alpha, puisque ce sont les enfants qui sont nés entre 2010 et ça va jusqu'à 2025.
Donc ça, c'est une génération qui est totalement immergée dans la technologie, à tel point qu'on l'appelle la génération de verre, en rapport en fait aux écrans omniprésents partout, même par exemple dans le métro, voilà. Donc ils sont vraiment partout. Donc eux, ils sont déjà influenceurs. J'ai vu une étude sur le tourisme qui dit que les enfants sont déjà influenceurs de leurs parents au niveau des écrans, donc de dire on va à tel endroit ou tel endroit en France ou ailleurs. Donc ils sont un peu plus autonomes et apparemment un peu plus tolérants. Ça, c'est ce qu'on dit. Ok. Alors après, du côté de nous, adultes, on peut penser, quand on dit ado, donc aux hormones et à la transpiration excessive, à l'acné, aux appareils dentaires. On pense aussi rébellion, porte qui claque et transgression des interdits. Ça fait un peu aussi écho aux ados qu'on nous on a pu être. Et pardon papa et maman pour cette période que l'on a fait vivre. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'adolescence, c'est une formidable période de développement déjà. Alors au niveau ils grandissent entre 14 et 24 cm en quelques années, c'est quand même énorme. Sauf moi. On est team petite, toutes les deux, quoi. On va dire que c'est les ados d'aujourd'hui qui prennent autant. Oui, c'est ça. Nous, de toute façon, on n'est pas la bonne génération. Il y a un formidable élan de générosité aussi, d'engagement social et d'explosion des talents. Alors, cognitivement parlant aussi, on a de grandes avancées. Je mets un peu en parallèle pour les bébés. Mais à partir de 12 ans, on va vraiment avoir il y aura une période entre la petite enfance et puis 12 ans où ça va se tarir un petit peu. Et à partir de 12 ans, c'est parti, le cerveau remet le chantier en route. Ça va être un gros chantier et les changements donc, à ce niveau vont être aussi spectaculaires qu'entre 0 et 3 ans. Il faut savoir que le cerveau va arriver à sa pleine maturation entre 20 et 25 ans. Donc voilà, on a vraiment un gros travail dessus. Et donc c'est une grosse période où on va avoir une quête identitaire, voilà, on le sait, on est tous passés par des périodes où on s'est teint les cheveux, on a mis des fringues improbables. Merci les photos de classe qui nous renvoient maintenant à tout ça. Donc il y a un vrai travail d'individuation et d'émancipation. On va vraiment basculer en fait de l'attachement vertical de ses parents. Donc quand on est petit, on va avoir les mêmes opinions, un peu les mêmes goûts, voilà. Et on va aller donc vers un attachement horizontal au père, donc P-A-I-R-S, donc de ses semblables. Voilà. Juste sur le profil, c'est vrai qu'on parle donc là entre les 11 et 18 ans, même des fois 20 ans. Il y a François de Singly qui, lui, scinde les deux en parlant d'adolescence, donc entre 11 et 14 ans, et ensuite entre 15 et 18 ans. Et c'est vrai qu'en fait, on met les adolescents dans le même panier, mais c'est vraiment un groupe qui n'est pas du tout homogène, que ça soit aussi en termes de genre, les filles et les garçons, en termes physiques, vont pas à la même vitesse. Et puis, en termes de besoins et de construction du cerveau, c'est pas du tout la même chose non plus. D'accord, ok. Donc vraiment variété dans ces profils. Et en termes de besoins, est-ce que tu peux un peu détailler, est-ce qu'ils ont au-delà d'exprimer leur individualité, se comparer aux pairs, etc., est-ce qu'ils ont des besoins particuliers, une vision même du musée particulière ? Ouais, alors les ados, ils trouvent les musées relativement ennuyeux. Trop calme, pas assez vivant, trop scolaire en fait. Oui, fatigant, moi j'avais lu aussi, trop de règles, de contraintes, un manque de vie aussi parfois. Oui, c'est ça. En fait, ils pensent que c'est réservé soit aux enfants, soit aux adultes. Mais en tout cas, que c'est pas du tout conçu pour eux ou fait pour eux. Donc c'est vrai que, comme on en discutait toutes les deux de cette sorte de trou de nous qu'on a aussi dans notre adolescence, de nos souvenirs de musée, ça se ressent aussi encore aujourd'hui. Et il y a une véritable fracture en fait entre la culture muséale et la culture adolescente. On se comprend pas, en gros. On se comprend pas. Donc ils voient pas du tout les musées comme des lieux de loisirs, mais plus comme des lieux d'apprentissage. Oui, et c'est pas une activité non plus qu'ils vont faire entre amis, quoi. C'est vraiment une activité qui va être entre guillemets imposée, je dirais, par le cadre scolaire ou le cadre parental avec un accompagnateur divers et variés. Ok. Et en termes de besoins et d'envie, il y a une étude de 1999, alors sur des ados québécois, mais on peut le rattacher facilement aux Français aussi, qui montre qu'ils voudraient des lieux, des structures muséales
avec une atmosphère plus rigolote, donc moins austère en tout cas, avec plus d'interaction, moins de textes à lire, des thématiques qui sont vraiment en lien avec eux, avec leur actualité. Ouais, je crois que je l'avais lu aussi, celle-ci. Ok. Et justement, les sujets de prédilection? Alors on va être sur l'écologie aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est un point d'ordre au niveau de l'adolescence, et on les remercie parce que c'est un peu grâce à eux si on va pouvoir s'en sortir. Tout ce qui est sportif, oui. La danse, la vraiment musique. La musique, tout ce qui est au niveau créatif, ils sont très créatifs. On va avoir aussi la photographie. Voilà. Moi j'avais aussi jeux vidéo, multimédia, oui. Tout ce qui est high-tech. Ouais. Ils aiment aussi tout ce qui est sciences, mécanique, lié aussi au cinéma et aussi de manière générale ce qui est lié à la société, aux relations humaines. Tout à fait. Ah ouais. Deuxième question du coup, quel type de médiation privilégier avec ces publics? Donne-nous un petit peu les bonnes et mauvaises pratiques avant, pendant, après la visite que tu pourrais donner aux professionnels qui nous écoutent et qui sont amenés à justement être confrontés à ces publics ados. En fait, il faut que la visite soit amenée de manière à ce qu'ils aient un rôle à jouer, vraiment, et pas du tout passif. S'ils sont passifs, ils vont être aussi passifs quand ils vont arriver dans la médiation. Et pour nous, médiateurs, c'est assez compliqué. Donc oui, vraiment, leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer, qu'on va les prendre en considération, que ce ne sont pas des enfants, qu'ils ont un avis sur les choses et qu'ils vont pouvoir exprimer leurs avis. On va les écouter et on va en discuter. Donc vraiment, en fait, les prendre d'égal à égal. Ça, c'est important, les prendre en considération. Alors, il faut des médiations dynamiques, donc qui leur offrent la possibilité de s'impliquer, justement, du ludique, de l'expérience, quelque chose où ils vont s'impliquer dans leur construction de leur propre savoir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir l'impression d'ingurgiter du savoir, mais vraiment de construire quelque chose, de co-construire. Ça, c'est vraiment important. Et puis, de la discussion, que ce soit avec des médiateurs, mais aussi si on peut avoir l'implication d'experts, d'artistes. Ça, c'est des choses qu'ils apprécient énormément. Ok, donc du coup, de l'expérience par des dispositifs impliquants, manip, etc., de l'échange, et surtout de pouvoir jouer un rôle et exprimer leur avis, leur individualité. Ouais. Et leur vision aussi des choses. Le mieux, en fait, c'est vraiment de faire des médiations ou des propositions, en tout cas, vers ces publics qui soient pour, mais surtout par et avec eux. Donc, qui prennent véritablement part à l'élaboration, soit de la médiation, soit du programme qui va être proposé au public. C'est vraiment très important. J'allais ajouter que, aussi, comme pour les petits et les familles, c'est aussi important de savoir les accueillir. On en parlait, le confort de visite, c'est super important parce qu'ils sont en train de grandir aussi dans leur corps, donc ils sont ils savent pas trop ce corps qui change, ils sont un peu embêtés avec ça. Et moi je conseille de regarder par exemple la vidéo YouTube de Myriam Mal qui fait des super BD aussi, et c'est la chaîne qui s'appelle Tu mourras moins bête. Ah oui, et c'est sur le pourquoi les ados sont toujours avachis. Et en fait, il y a et fatigué. Ouais. Et bien, scientifiquement, c'est expliqué. Donc, en fait, quand on comprend ça, on peut aussi être à même à dire en fait, là, il va falloir mettre un petit peu plus de banc parce qu'ils vont vite fatiguer. C'est vraiment pouvoir les comprendre pour bien les accueillir. Ok, donc l'environnement est super important pour eux. Ouais. Et puis, j'ouvrirai aussi sur la question de la communication. Pour moi, c'est toujours important de mettre médiation, communication, les deux vont de pair, parce que avant de faire aussi quand on fait des programmations ou des médiations, faut savoir quand même les atteindre ce type de public, parce que si c'est proposé par les parents, non, ils vont pas vouloir. En tout cas, ils vont un peu y aller à reculons. Et donc, pour attirer ce public, on va dire qu'il y a un point positif du Covid. Oui, il y a du positif dans le Covid et le confinement. C'est vrai qu'on ne les voit pas trop. Mais l'investissement, le développement des contenus sur les réseaux qu'ils utilisent, les ados, ça a été vraiment important. C'était un gros travail.
Moi, j'ai vu le mémoire d'Amélie Benchalal sur le rapport entre musée et influenceurs, et celui aussi de Sarah Favre sur les partenariats entre musées, blogueurs et vidéastes, que j'ai découvert sur mon cher Watson. Et en fait, voilà, les ados aujourd'hui, ils sont beaucoup sur YouTube, sur TikTok, Instagram un peu moins, mais ils sont encore un peu, et puis sur Twitch. Donc c'est de voir en fait donc comment on va leur donner envie d'aller au musée, comment on va les atteindre. Et donc grâce à la créativité et au ton des influenceurs, on va leur donner envie de venir. Donc là j'ai des exemples, le musée de Cluny qui avait fait un partenariat avec Natou, une youtubeuse, qui a vu une augmentation des visites de jeunes suite à ses publications. Okay. Le musée Guimet aussi qui a collaboré avec McFly et Carlito. Alors là, on parle d'influenceurs plutôt lifestyle qui sont invités donc à parler d'une exposition. On a aussi les influenceurs culturels, donc eux vraiment qui travaillent juste sur les musées et les structures culturelles. Il y a Culturez-vous et il y a aussi l'excellente Camille Junot de la Minute Culture, qui fait des stories, mais vraiment génialissimes, qui fait découvrir des artistes, et ça peut être, moi, mon fils de 10 ans, je lui ai fait regarder des stories sur la mythologie, et voilà, c'est rentré direct, c'est actuel, c'est drôle, c'est percutant, c'est génial. Donc l'investissement des réseaux sociaux, il est très important, mais des ados, hein, on oublie Facebook. Là, les ados d'aujourd'hui, ils ne sont pas sur Facebook. Donc on est un peu plus sur Instagram, mais vraiment Snapchat, TikTok et Twitch. Et un bon exemple, c'est le château de Versailles qui a vraiment investi intelligemment, parce qu'il ne faut pas non plus faire de la communication vers les ados, faut que ça soit vraiment en relation avec le musée et en intelligence. Et faut s'y retrouver des deux côtés. Et le château de Versailles est vraiment un très bon exemple de réussite de communication digitale envers ses publics. Et du coup, donc, le avant est extrêmement important pour les faire venir. Le pendant, tu parlais de confort, on a parlé de thématiques un peu à privilégier, de modes de médiation, on va y revenir pour ensuite pour des initiatives inspirantes. Est-ce qu'il y a des actions à faire pour le après-visite ? Ça se joue toujours sur les réseaux sociaux ? On peut leur demander, d'eux-mêmes, ils vont pouvoir, les réseaux sociaux, ça va vraiment être un peu leur journaux, ce sont les journaux intimes, on va dire, de notre époque. Donc on peut leur demander de partager leurs impressions, que ça soit par exemple en classe, mais souvent c'est des fois peut-être un peu plus compliqué. Les réseaux ont cette barrière de l'écran permet de se protéger un petit peu plus et de pouvoir dire les choses plus facilement, en fait, en ayant moins peur des retours qui peuvent être pourtant des fois plus violents. Et du coup, c'est vrai, quand on parlait des bébés au musée pour l'épisode 30, on parlait aussi beaucoup de stand-up et de manque de contrôle, en fait, sur les médiations pour les publics bébés. Est-ce qu'on est aussi dans ce cadre-là pour les publics ados ? Est-ce qu'on, finalement, on se laisse un peu suivre le flow pour le avant, pendant, après ? Est-ce qu'on peut contrôler certaines choses ou pas ? Ou est-ce que c'est finalement eux qui décident au final ? Je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance. C'est de là qu'on a un peu de difficulté à faire venir les ados au musée, c'est qu'on ne leur laisse pas assez la liberté et la confiance. On les prend encore un peu comme des bébés ou alors comme des personnes qui vont faire n'importe quoi parce que c'est l'âge. Mais vraiment, quand on se met... quand on descend un peu de notre piédestal en disant je vais t'apprendre du savoir, mais plutôt on va découvrir ensemble. On va discuter. Là c'est vraiment intéressant. Et donc il faut vraiment enlever cette barrière du sachant et aller à leur hauteur et discuter ensemble. Et là, il faut leur faire confiance. Et du coup, toi, en tant que médiatrice à l'Artothèque, mais aussi indépendante, du coup, comment tu prépares un peu les choses quand tu prépares justement ces visites avec un public ado? Tu fais comment? Tu as une trame un peu de questions ou de sujets de discussion avec des points d'arrêt dans l'expo et puis tu suis un peu le flot de la discussion et des réactions. Comment tu gères ça en tant que médiatrice? Alors moi, non, en fait, je bosse énormément l'expo. J'essaie d'en savoir le plus, mais je n'ai aucune... Oui, c'est du stand-up dans le sens où je me base sur leurs réactions
et sur leur interrogation pour construire. Donc en fait, j'ai pas de construction même, chaque visite va être complètement différente parce que ce sera en fonction d'eux. Ok, d'accord. Donc tu t'adaptes en fonction de ça, tu as juste une trame, voilà, tu as un background pour toi, mais tu vas pas exprimer ton background directement comme dans une manière collégiale et scolaire, tu vas plutôt t'en servir pour justement réagir par rapport à leur propre réaction. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, dans le terme de médiation plus outils dans les expos, est-ce que toi, tu as des conseils à donner? On a parlé pas mal de manip, on a parlé de dispositifs d'échange qui peuvent être des murs d'expression, des dispositifs de vote où ils vont pouvoir s'exprimer prendre position sur telle chose, avec vraiment un musée, une exposition engagée. Est-ce que tu aurais aussi des conseils et des astuces pour les personnes qui créent des expositions pour les ados? Est-ce que toi, par rapport aux choses que tu as testées avec tes ados en tant que médiatrice, mais aussi avec tes ados en tant que maman accompagnatrice, est-ce qu'il y a des choses qui ont plus ou moins marché dans les lieux que tu as visités? Alors clairement, si on est sur des musées par exemple scientifiques ou techniques, ils vont être comme des poissons dans l'eau. Ils vont vraiment, en fait, ça rattache directement à ce qu'ils vivent ou un peu ce qu'ils vont avoir vu dans des séries, enfin au niveau de l'histoire. Et ils sont totalement dans le fait de la construction, par exemple un musée historique avec des objets qu'ils vont pouvoir toucher. On va dire par exemple un téléphone, un vieux téléphone, un très vieux téléphone. Eh bien, ils vont mettre ça en relation avec leur smartphone à eux, et là, ça va faire tilt, et tout de suite, ça va fonctionner. Donc, raccrocher à leur quotidien, voilà, des éléments à expérimenter, ouais, ça c'est super important. Ok, donc des manips vraiment avec des vraies choses, des objets qui vont pouvoir comparer avec les leurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, par exemple, avec tes ados, ça fonctionne tout ce qui est dispositif, mur d'expression, où tu vas pouvoir colorier ou proposer ta version de tel sujet par mot, par dessin? Est-ce que ça fonctionne, toi, avec tes ados? Alors, avec les miens, pas trop. Pas trop. Non. Ok. Et donc, c'est plutôt les manips, finalement, qui fonctionnent pour toi. Ouais. C'est vrai avec mes ados à moi, alors quand il n'y a pas de manipulation ou autre, soit je leur prête mon portable et ils peuvent faire des photos. Et ça, c'est pareil, c'est les petits tips que je donne, mais pour pouvoir ensuite revenir sur l'image et se l'approprier, et voilà, des choses comme ça. Ouais. Là, ils vont être plus et aussi, ça va leur permettre de faire jouer leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre des filtres, des trucs et tout, et ils vont s'éclater à partir de ça, et pouvoir donner leurs avis aussi, et remettre en corrélation avec ce qu'ils vivent. Ok, et les outils de médiation, du coup, digitaux, les bornes interactives, les films, les vidéos, est-ce qu'ils vont s'arrêter sur un banc et regarder la projection, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont zapper parce qu'ils vont trouver ça trop classique? Alors, ils vont s'arrêter, par contre, il ne faut pas que ça soit long. C'est vraiment, voilà, si ça dure j'ai envie de dire, plus de 2 minutes, c'est fini, il lâche l'affaire. D'accord, pareil pour les animations sur les écrans, Oui. jeux, les serious games, etc. Est-ce que c'est des choses qui les interpellent ou bof? Alors, on a vu beaucoup dans les musées les escape games, et ça fonctionne bien. Ok, donc les enquêtes. Ouais, les enquêtes, ça va vraiment les plonger dans un univers, et ils vont retrouver un peu les jeux qu'ils vont faire aussi sur PC ou autre. Donc ça, oui, ça fonctionne bien. Ok, donc du coup, médiation humaine, mais sans contrôle, sans vraiment contrôle, et surtout pas du sachant à l'apprenant, ça il faut vraiment l'enlever. Plutôt des manips outils, mais en lien avec leur quotidien. Et puis le high-tech, ça peut être utile, mais vraiment bien pensé, en lien donc avec leur propre référence à eux, et puis surtout dans une démarche un peu de zapping, de cours, et surtout quelque chose qu'ils peuvent s'approprier ensuite avec leurs propres outils, smartphones, etc. Ouais. Connexion Wi-Fi obligatoire, quoi. Oui. Ah bah oui, s'ils n'ont pas le Wi-Fi, ils sont en PLS, c'est fini. Ok, donc d'accord pour ces types de médiation. Moi, j'avais trouvé aussi, on en discutait un petit peu en off, les 5 médiations qui étaient préconisées dans les articles que j'avais lus pour la préparation de ces épisodes. Donc moi, j'avais la première médiation préconisée, c'était rêver le fait de
créer un monde imaginaire, des histoires qui peuvent interpréter et réinterpréter, donc vraiment rêver. Ensuite, le deuxième pilier de médiation, c'était comprendre, donc contrer un sentiment d'infériorité avec la satisfaction personnelle de progresser, donc comprendre quelque chose, comment c'est fait, comment ça marche, mais pas dans une interaction sachant-apprenant, mais vraiment dans la co-construction comme tu l'avais expliqué. La troisième médiation intéressante, c'était projeter et se projeter, avec l'effet de familiarité, de s'y retrouver, de comment je ferais moi, comment c'est fait, le renvoi à la maison, au foyer, parce que c'est rassurant de connaître en fait, de retrouver des éléments de son environnement. Quatrième médiation, c'était admirer. Est-ce que c'est beau ou non? Donc pouvoir exprimer son avis. Et ensuite, j'en avais aussi une cinquième, comparer la relation entre les choses, émettre un jugement, son avis. Et j'en avais aussi une sixième que j'avais notée avec la possibilité de refuser, le refus de rejeter des choses. Voilà un peu les types de médiation que j'avais trouvés dans mes lectures. Mais ça renvoie carrément à ce que tu nous as dit. Alors la troisième question, c'était plutôt au niveau des initiatives inspirantes. Alors présente-nous des initiatives inspirantes. As-tu en tête des musées, des sujets d'expo un peu AA approuvés par les ados, comme on peut le retrouver sur le site de Montmartre? Est-ce que tu as un peu un best-of à nous proposer? Alors, il y a une grande initiative qui a été faite notamment, alors là c'est plus aux États-Unis, on appelle ça les Teens Programs, mais on ne peut pas vraiment mettre ça en parallèle en France parce que la politique est différente. Les ados finissent beaucoup plus tôt, ils sont aussi dans une idée d'aller à l'université, donc de s'impliquer aussi pour pouvoir mettre des choses dans leur dossier, mais on a là-bas donc une idée que les musées impliquent les adolescents et font partie en fait de l'équipe, puisqu'ils vont avoir un petit job et on va leur aussi demander, proposer de s'impliquer dans la vie du musée. Donc là, il y a des bonnes répercussions dessus. Mais le focus, ce serait plus sur le programme Circuit qui a été fait par la Tate entre 2013 et 2017. Donc là, c'était pour les ados entre 15 et 25 ans. Donc là, on a pris un peu plus large. Et c'était vraiment pour permettre une plus grande diversité de jeunes de s'impliquer au sein des musées. Donc ils ont vraiment travaillé avec des associations de jeunes, les jeunes eux-mêmes. Donc c'est un programme très complet avec énormément de monde autour de la table, mais surtout donc vraiment fait par, pour et avec les jeunes. Donc ça, le développement, on peut l'avoir, moi j'ai trouvé sur le site Artisest, qui est vraiment bien fait, qui montre vraiment, il y a vraiment un développement de ce programme pour voir les finalités, mais aussi ce qui est un peu coincé. Ok. En France, on a le studio 13-16 du Centre Pompidou, évidemment, qui est une référence, j'ai envie de dire, parce que là, on a vraiment un espace séparé du reste de l'institution, qui est vraiment spécialement conçu et dédié à ce public. Donc 13-16 ans. Ouais, 13-16 ans. Donc c'est vrai qu'on est sur, on va dire, sur une fenêtre qui n'englobe pas toute l'adolescence, mais on a une facilité d'accueil, il n'y a pas de réservation, l'accès est gratuit, les thématiques sont renouvelées tous les 3 mois. On a des rencontres avec des artistes, des expériences inédites autour d'œuvres interactives, des soirées et des week-ends festifs. Il n'y a par exemple aucun atelier qui n'a d'horaire fixe pour pouvoir justement s'adapter à la flexibilité des adolescents, de leur emploi du temps. Et ce qui est important, et je pense que ça va te parler, c'est que le designer de l'espace, Mathieu Luhaner, il a pensé le lieu pour s'y retrouver, pour draguer, pour se surprendre soi-même et même pour s'endormir. Donc quand on sait qu'un adolescent, son rythme de sommeil va aller vers 23h, voire 2h du matin et que c'est vraiment décalé, je trouve que c'est bien pensé. Donc voilà, c'est vraiment une manière de leur proposer de s'approprier l'espace muséal de vraiment personnel et évidemment loin des parents. Donc là, on a une émancipation de « viens, on va au musée ensemble ». Ok, donc finalement ça va un peu à contre-courant de ce qu'on disait au départ, où en fait c'est pas un lieu normalement le musée où on va entre amis quand on est ado, mais là en tous les cas, Studio 13-16, ça a été pensé pour essayer de changer finalement les pratiques actuelles des ados finalement au musée. Tout à fait, ouais. Là on peut y aller juste pour être entre amis, une sorte de foyer des jeunes, mais dans un lieu muséal. Version musée, expo. Ok. Ouais.
On a le Macado aussi du Macval qui a innové. En fait, c'est parti du fait que les gardiens de musée gardiens de salle voyaient des jeunes passer dans le musée comme ça, un peu errer, et ils se sont dit mais si on faisait quelque chose ensemble, et ça a donné une programmation faite avec les ados. Et ça, je trouve ça super parce qu'ils se sont dit tiens, je vous vois, on se voit comme ça, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble? Donc c'est une belle rencontre, je trouve qui est bien pensée. Au Macval, ok. Ouais. Donc le dernier, c'est tout près de chez moi, donc c'est à Caen, au musée des Beaux-Arts. J'ai trouvé ça très intelligent. En fait, c'est ce qu'ils ont fait, ta punchline au pied du mur. Ils ont invité un rappeur, Barlem B. Et en fait, ils ont invité les ados, alors là c'est plus vers 18 ans, mais à reprendre de célèbres punchlines pour en analyser le message, la construction et les astuces. Donc avec le rappeur, donc au pied des œuvres. Et ensuite, ils ont été invités à aller dans le musée pour, eux, imaginer des nouvelles punchlines en rapport avec les œuvres. Et avec un petit verre à la fin, donc vraiment quelque chose de convivial. Et je trouvais ça assez sympa. Oui, parce que finalement, il y a à la fois le rapport à l'œuvre, c'est de l'expression aussi orale et un peu artistique, créative, et puis une rencontre. Donc on retrouve aussi un peu la pièce de puzzle échange dont on parlait tout à l'heure. Ok, un bon combo, super inspirant. J'avais envie d'achever ce podcast, Jennifer, avec un kit de survie. Moi, j'adore les kits de survie pour cet été. Alors là, c'est pas les bébés, c'est si on souhaite faire des sorties musées avec ses ados, quels sont tes conseils pour les parents et les accompagnateurs? Tu vois, je me renseigne, je prends un peu d'avance. Ça grandit trop vite, les enfants. Alors, kit de survie ado au musée. Si on veut les traîner quelque part. Est-ce qu'on doit les traîner d'ailleurs quelque part? Comment tu fais, toi? Alors, moi, je leur proposerais de pouvoir emmener un ami ou une amie, enfin voilà, de se dire, écoute, on irait bien au musée, mais si tu veux pas être tout seul, on peut inviter Trucmuche, et puis comme ça, vous faites la visite de votre côté, et puis nous, on fait notre visite, et à la fin, on se rejoint. Ça peut être un exemple, voilà, de se dire, bah écoute, on fait ensemble, et puis à la rigueur, à la fin, on se retrouve et on se donne nos impressions, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, donc voilà. Ok. Ça peut être une idée. Alors moi, ce que j'aime bien faire avec mes ados, donc c'est faire des dialogues avec les tableaux. Donc un peu comme la Minute Culture, voilà, on adore faire ça, ou les raccrocher à des pubs ou des séries, enfin voilà, c'est vraiment raccroché à ce qu'on voit, et ça refait une sorte de petite bulle familiale. Voilà, par rapport aux références que, voilà, comme je disais tout à l'heure, les mignons, mais voilà, on fait ça souvent et on rigole bien. On peut leur proposer, alors attention, je vais parler des smartphones. J'ai vu des articles où ça disait, voilà, évidemment, pas de smartphone pendant la visite. Oh, bah alors là, à mon avis, ça part mal. Clairement, ce qu'il faut savoir, c'est comme nous, hein, les adolescents, comme les adultes, quand on nous enlève notre smartphone, par exemple, quand on l'oublie chez nous, on a notre tension qui augmente. Chez les adolescents, si on leur enlève leur smartphone, c'est pareil, il y a la tension qui augmente, le stress arrive, et c'est pas bon le stress, ni pour nous ni pour eux, mais pour eux, ça va générer des tensions et ils vont être beaucoup plus dans voilà, ils vont surréagir, ils vont être impatients. Voilà. Donc plutôt de voir ensemble, parce qu'on sait très bien qu'on leur dit d'arrêter d'être sur leur smartphone, mais on n'est pas mieux. Donc c'est à la rigueur de dire, eh bien écoute, on se fait peut-être 20 minutes sans smartphone, toi comme moi, et après on le prend. Enfin voilà, voir ensemble comment on se met des petits défis. Ou alors l'utiliser un peu, hein, on va dire un peu à l'ancienne, mais en carnet de voyage, et de lui dire, écoute, tu prends des photos puis, ou des vidéos, et puis tu peux les mettre sur tes réseaux. Prendre le smartphone non pas comme outil du diable qui nous sépare de nos enfants, mais comme un outil justement pour faire une visite et voir en fait. Interagir avec la visite. Leur demander ensuite, tiens, montre-moi ce que tu as fait comme story et tout, et on va voir par leurs yeux ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils ont vu. Voilà. Ok, et ce qu'ils ont aimé. Ok. Voilà. Alors après, évidemment, on peut leur demander d'utiliser des applications. Il y a des super applications. Et là, on peut leur faire confiance. Ils vont nous trouver des applis pour vraiment interagir avec les œuvres ou avec les objets, tout ça. Les têtes, les machins. Voilà. Il y en a une qui a fait fureur, c'est Face App. Oui. Où là, on peut carrément faire parler et chanter les œuvres. Alors là, on peut franchement s'en donner à cœur joie. Mais ils peuvent vraiment faire des choses avec les filtres qu'ils vont avoir sur Snapchat et autres. Enfin, voilà. On peut aussi associer des musiques ou des chansons aux œuvres. Alors nous, on aime bien ça parce qu'en plus, ça permet vraiment l'intergénérationnalité.
c'est de... voilà, on va découvrir donc des musiques, leur musique, voilà. Donc oui, moi, ils m'ont fait découvrir Michou. Bon, bah, je me suis vengée en leur faisant écouter Tragédie. Voilà, hein, chacun son truc, comme ça. Voilà, donc on a vraiment... voilà, ça permet de... Je vous ai dit, on a fait beaucoup d'humour à la maison. Et puis plutôt en sortie, vraiment après avoir fait cette visite, bah, c'est toujours d'associer un peu le petit côté gastronomique, donc d'aller manger un truc, une glace, un donut, enfin voilà, tout le monde va être content, que ce soit les parents ou les ados. On aime bien grignoter un petit truc. Et en termes de durée pour les sorties, parce que c'est vrai que pour les bébés, voilà, c'est assez court, il y a vraiment une grosse préparation en amont et ensuite à la maison on refait certaines choses, etc. Pour les ados, est-ce qu'il y a justement, comme on est dans l'absence, essayer de limiter les contraintes et les règles et suivre le flow, est-ce qu'il y a une durée que tu préconises? Est-ce que dans le choix des endroits, tu vas proposer plusieurs possibilités, c'est eux qui choisissent ou c'est plutôt eux qui regardent et puis qui proposent? Comment tu prépares la visite pour cadrer un peu l'organisation? Ou tu la cadres pas? Bon, alors j'avoue que moi, je fais un peu ma sauce. C'est un peu les musées que j'ai envie de voir. D'accord, c'est toi qui Mais si je vois si je vois des expos qui peuvent les intéresser, on va y aller. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est un peu moi qui dit ah tiens, on va là-bas. Et puis je sais après qu'il faut que je puisse les intéresser à partir de moi ce que j'aime. D'accord, ok. Et en termes de durée? En termes de durée, quand ils ont faim et qu'ils veulent le donut. Ouais, et ben du coup, c'est vrai que je me cale sur eux. C'est-à-dire que des fois, au début, ça peut être frustrant en tant que parent parce que si on est habitué à lire des cartels, à voilà, prendre son temps et tout, c'est un peu comme avec les petits, en fait, on s'adapte un peu à eux. Et si vraiment on veut vraiment en apprendre plus, bah, c'est soit prendre le catalogue, soit regarder un peu sur le site internet une fois que aussi nous on est posé. Ouais, mais sinon, je dirais, il n'y a pas de durée, hein, ça va vraiment dépendre si ça les intéresse ou pas. Si c'est ludique ou pas, enfin voilà comment ça se passe. Mais là par contre, je me fie vraiment à eux. Quand je vois vraiment qu'ils en ont marre, bah on y va. Oui, et puis en termes de choix finalement de thématiques ou de sujets, tu fais plutôt par rapport à tes goûts à toi pour essayer de les ouvrir à des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément repéré en individuel finalement. Ouais, oui. En fait, c'est vraiment aussi pour... j'ai envie de dire, quand par exemple on arrive dans une ville et qu'on se dit on va aller faire le musée des Beaux-Arts, bon, on sait à peu près à quoi on va se retrouver en termes de tableaux ou œuvres, mais c'est aussi de se laisser surprendre, de se dire bon bah il n'y a pas forcément de thème et tout, mais on va voir, voilà, on va voir. Et c'est aussi de leur inculquer ça, de pas forcément chercher tout le temps le petit truc qui va les émoustiller ou voilà, qui va les faire venir, mais de se dire tiens, il y a ça, je vais aller voir et puis je me fais une idée sur la chose. Voilà. Ok, très bien. Mille merci Jennifer d'avoir partagé ton expertise ado, cette fois-ci au musée, dans le podcast. Alors nous, on se retrouve donc ce week-end, là où on enregistre, ça sera le week-end prochain, car c'est Summer Camp Montmartre, donc avec nos collègues à Alésia, et on va pouvoir papoter dans le train en traversant une partie de la France. Ouais. Je plains nos voisins et nos voisines avant ça, mais en tous les cas, du coup, est-ce que tu souhaiterais dire un peu un mot de la fin aux auditrices et auditeurs qui souhaitent aller plus loin dans cette problématique ado au musée? Alors bientôt, bien sûr, on va mettre tous les liens des références dont on a évoqué, Studio 1316, etc. Et puis les petites applis, on va faire une petite boîte à outils. Mais est-ce que tu souhaiterais dire un mot de la fin, un dernier conseil et quelque chose à retenir pour ces ados au musée? Alors, à retenir, eh bien, c'est de leur faire confiance. Voilà. Moi, c'est vraiment l'idée que j'ai, parce qu'ils ont énormément de ressources. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai envie de dire, vous pouvez toujours me contacter, puisqu'à partir de septembre, eh bien, donc, je ferai des formations pour ce public, donc pour les comprendre, et qu'ensuite, vous ayez les outils pour pouvoir faire des médiations et des accueils de ce public au top. Ok, super. Donc, en plus des bébés, les ados. Exactement. Super.
Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chère auditrice, chers auditeurs, maman muséovore et professionnelle family friendly, une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre. Et rendez-vous sur Instagram, donc la semaine du 21 juin, sortie de cet épisode, pour découvrir les coulisses de notre summer camp à Alésia Montmartre, parce qu'on va mettre quand même des petites choses. Voilà. Ouais. Alors, les liens de nos comptes sont en bio également. À très bientôt. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.